Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit récap sur le cours d'électrophysiologie de Monsieur Le Tourneau. Donc c'est un cours qui vient un peu à la fin, qui est un peu compliqué. Il faut vraiment essayer d'apprendre les phases du potentiel d'action toujours dans le même ordre, et vous allez voir les questions elles reviennent souvent. Donc on va commencer par les différents types de cardiomyocytes, après je vais vous parler un peu des phases du potentiel d'action, et on finira juste par 2-3 questions que je me posais en passé sur ce cours, sur des points que j'avais pas trop compris. Donc on commence avec les deux types de cellules musculaires cardiaques ou cardiomyocytes. On va avoir les cardiomyocytes automatiques ou pacemakers qui vont représenter 1% des cardiomyocytes. Donc c'est pas 1% des cellules cardiaques parce que dans le cœur il y a deux types cellulaires, il y a des fibroblastes, des cellules endothéliales et donc là c'est bien 1% des cardiomyocytes. Ces cellules-là, on va les retrouver au niveau du nœud sinusal, au niveau du nœud atrioventriculaire, du faisceau de His et du réseau de Purkinje. Je vous ai juste mis les deux noms propres pour les nœuds. Donc le nœud sinusal c'est le nœud de Kiss et Flack, et le nœud atrioventriculaire c'est le nœud de Aschoff-Tavara. Des fois il y a des petits pièges là-dessus, donc retenez bien les noms propres, et moi je me disais que atrioventriculaire ça commençait par la même lettre que Aschoff-Tavara. Et ensuite on a les cardiomyocytes contractiles, qui représentent 99% des cardiomyocytes. Donc pour les phases du potentiel d'action, on va commencer par le cardiomyocyte automatique. Donc là, on a trois phases, la phase 4, la phase 0 et la phase 3. La phase 4, on l'appelle aussi la phase de repos. Et donc là, hyper important à retenir, on a une entrée de sodium par les canaux IF. Et cette entrée de sodium, on l'appelle aussi la DDSL, la dépolarisation diastolique spontanée lente, qui est spécifique des cardiomyocytes automatiques, puisque les canaux IF, ils vont être uniquement au niveau des cardiomyocytes automatiques. Et cette DDSL, elle sert à passer le potentiel de membrane de moins 60 mV, qui est la valeur de repos, à moins 40 mV. Puisque moins 40 mV, ça va être le seuil d'ouverture des canaux calciques qui vont faire la phase d'après. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la DDSL, elle va être plus ou moins pentue, plus ou moins raide, en fonction d'où on est au niveau du tissu nodal. Au niveau du nœud sinusal, on va avoir la DDSL la plus rapide, donc on va passer plus rapidement de moins 60 à moins 40, donc c'est le nœud sinusal qui génère la fréquence cardiaque la plus rapide. Alors qu'au niveau du réseau de Purkinje, la DDSL va être beaucoup plus lente, donc on va avoir une fréquence beaucoup plus lente aussi. Et ce que j'avais pas trop compris en passé, c'est que à chaque fois que le nœud sinusal il va se dépolariser et envoyer l'activité vers les autres régions, et bien par exemple le faisceau de His et le réseau de Purkinje, ils vont pas avoir le temps de donner leur propre impulsion électrique. Ils vont forcément recevoir celle du nœud sinusal, et donc du coup ils vont se dépolariser et ensuite donner la dépolarisation au reste du myocarde, mais c'est jamais eux normalement qui vont commencer l'activité électrique parce qu'ils sont trop lents, ils auront déjà reçu celle du nœud sinusal. Ensuite on va avoir la phase 0 qui s'appelle la phase de dépolarisation lente. Donc elle est due à une entrée de calcium par les canaux calciques de type L. Donc ils se sont activés à moins 40 mV grâce à la DDSL et ils vont permettre une dépolarisation lente parce qu'ils s'activent lentement. Donc on verra après que pour les contractiles, la pente elle va être beaucoup plus importante. Là c'est une dépolarisation qui prend plus de temps. Et ensuite on ne va pas avoir de phase 1 puisque la phase 1 c'est une repolarisation transitoire et là on n'en a pas. On n'a pas de phase 2 parce que le phase 2 c'est un plateau donc il n'y en a pas non plus. Donc on passe direct à la phase 3 qui est la phase de repolarisation, et je pense que vous savez depuis longtemps maintenant que la repolarisation c'est toujours une sortie de potassium, donc on va avoir une sortie de potassium par les courants IK1 et INK, et petite info en plus, les canaux IF qu'on vient juste de voir pour la phase 4, ils s'activent pendant la phase 3 quand le potentiel il passe en dessous de moins 40 mV. Mais vu qu'ils vont s'ouvrir doucement, ils vont être actifs uniquement en phase 4, alors qu'ils commencent à s'activer en phase 3. Voilà. Pour le cardiomyocyte contractile, donc là le potentiel d'action il est un peu plus compliqué, on a 5 phases entre 0 et 4. Et on va commencer par la phase 0, qui est la dépolarisation rapide. Donc pareil, bien retenir le flux et les canaux qui sont responsables de ça. Donc là c'est une entrée de sodium par les canaux sodiques voltage dépendant NAV 1.5. Donc pendant la phase 0, ces canaux-là ils vont être activés
grâce à une petite dépolarisation partielle qui provient du tissu nodal. Le tissu nodal il va propager un petit peu la dépolarisation, juste ce qu'il faut pour activer les canaux sodiques, et ensuite le cardiomocyte contractile il va se débrouiller pour faire le reste du potentiel d'action. Et un peu comme pour les canaux IF tout à l'heure qui s'activaient en phase 3 alors qu'ils étaient actifs en phase 4, et bah les canaux calciques de type L, ils vont s'activer pendant la phase 0, mais vu qu'ils sont lents, ils vont pas être actifs pendant la phase 0, ils vont être actifs pendant la phase 2 qu'on va voir juste après. Donc ensuite on a la phase 1 ou repolarisation brève initiale. Donc c'est juste le tout petit pic que vous avez là. Il faut bien savoir que c'est une sortie de potassium par le courant ITO1. Et cette phase-là, ça permet de moduler la durée du potentiel d'action entre les cardiomyocytes sous-endocardiques et les cardiomyocytes sous-épicardiques. Un truc important, c'est que le potentiel d'action des cardiomyocytes sous-endocardiques, il est plus long que le potentiel d'action des cardiomyocytes sous-épicardiques. Parce que la dépolarisation, donc la phase 0, elle se propage dans ce sens-là, du sous-endocarde vers le sous-épicarde, ça part du réseau de Purkinje et ça va dans ce sens-là, alors que la repolarisation, c'est le contraire, ça part du sous-épicarde, ça va vers le sous-endocarde. Donc du coup, au niveau du sous-endocarde, les cellules elles vont se dépolariser d'abord, alors qu'elles vont se repolariser après. Donc du coup, leur potentiel d'action il est plus long qu'au niveau du sous-épicarde, où ça se dépolarise après et ça se repolarise avant. Et pour avoir des durées différentes du potentiel d'action, c'est grâce à la phase 1 qui va permettre d'être sûr que le sous-endocarde il se repolarise après le sous-épicarde. La phase 2, c'est la phase de plateau, où on a une entrée de calcium par les canaux calciques de type L. On a aussi une activité de l'échangeur NaCA ou NCX qui va fonctionner en mode normal. Au début, ça me paraissait pas hyper logique parce que en mode normal, ça veut dire qu'il fait sortir du calcium de la cellule, mais en fait, la sortie de calcium elle est beaucoup moins importante que l'entrée par le canal calcique de type L. Du coup, au final, on a bien une entrée de calcium. Et cette phase-là, elle va permettre le couplage excitation-contraction, puisque le calcium va rentrer dans la cellule et va pouvoir se lier à la troponine C pour avoir la contraction des sarcomères. Ensuite, on a la phase 3, qui est la phase de repolarisation. Toujours pareil, sortie de potassium. Donc là, on va avoir des canaux potassiques voltage dépendants et IK1 aussi. Et enfin, la phase 4, c'est la phase de repos, qui cette fois-ci est stable, contrairement aux cardiomyocytes automatiques, parce qu'on n'a pas de DDSL. Ça, c'est spécifique des cardiomyocytes pacemaker. Et la valeur, c'est moins 90 mV, donc potentiel de repos stable. Et ce potentiel de repos stable, il va durer jusqu'à temps que le tissu nodal il envoie la prochaine dépolarisation, jusqu'à moins 70, et ensuite on va avoir activation des canaux sodiques. Et donc là, ça va être dû à la NAK-ATPase, qui a un courant repolarisant, donc ça va diminuer le potentiel de membrane, et IK. Donc on va finir par 2-3 questions que je me posais en P1. Donc déjà, le potentiel de membrane est proche du potentiel d'équilibre de l'ion le plus perméant, le potassium. Donc en fait, j'avais pas compris cette phrase parce que je savais pas qu'au repos, on va avoir des canaux potassiques qui vont être ouverts en permanence et donc qui vont toujours faire sortir un petit peu de potassium, comme le canal Kayer. Sauf que du coup, si on fait sortir toujours un petit peu de potassium, on va se rapprocher du potentiel d'équilibre de cet ion-là, du potassium, c'est ce que vous avez vu avec le professeur Guillard. Donc on va se rapprocher de la valeur de moins 90 mV qui est le potentiel d'équilibre du potassium. Alors qu'au repos, on n'a pas du tout de canaux sodiques ou de canaux calciques qui vont être ouverts, ça c'est juste pendant les phases de dépolarisation et tout ça du potentiel d'action. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se rapprocher du potentiel d'équilibre de ces ions-là. Ensuite, j'avais pas bien capté la différence entre NAV1.5 et SCN5A. Donc NAV1.5 c'est le canal à la membrane, alors que SCN5A c'est le gène qui va coder ce canal-là. Et pour retenir, S ça veut dire sodium, CN c'est channel, et après on a juste le numéro du canal. Donc là par contre il faut bien savoir que c'est le 5A. Un des petits pièges qui tombent c'est SCN4A, qui du coup code pour le NAV1.4, sauf que ça c'est le canal du muscle strié. Donc pour retenir, je me disais que SCN5A c'était dans le cœur, parce que 5 ça commence par un C comme dans cœur. Et ensuite, le canal CAV 1.2 ou canal classique de type L ou DHPR qui est codé par le gène CACN11C. Donc un peu pareil, CA ça veut dire calcium, CN ça veut dire channel et après c'est juste le numéro.
Et enfin, pour le courant ITO1, il faut bien savoir qu'il est présent uniquement pendant la phase 1 du potentiel d'action du cardiomyocyte contractile et pas pendant la phase 3 de repolarisation complète. Et pour retenir ça, vous avez un T qui veut dire transient ou transitoire. Donc ça permet de retenir ça. Et vous avez aussi un 1 pour dire que c'est bien la phase 1. Et enfin, n'oubliez pas qu'on a un potentiel d'action aussi pour les cellules musculaires lisses, avec notamment un courant chlore qu'on n'a pas du tout pour le cardiomyocyte. Donc faites gaffe aux petits pièges dans les questions, ça peut tomber. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Je vous conseille de d'abord bosser le cours et ensuite de l'avoir, comme ça vous fait un petit récap. Et sinon, je vous souhaite beaucoup de courage pour la fin de votre passe. Il vous reste plus qu'un mois à bosser et puis après c'est les vacances, donc bon courage, accrochez-vous.